commerciaux, ce n'est pas parce que l'analyse va être importante en ce sens où vous allez pouvoir prendre du recul et dire, ben voilà, mon recrutement va être facilité pour telle et telle raison. Je vous prends l'exemple de Coca-Cola, une marque employeur, un bassin d'emploi riche, etc., etc. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une expérience dans une même situation que vous n'avez pas une compétence acquise en recrutement. Inversement, vous êtes dans une PME moins connue dans le côté marque employeur, dans un bassin d'emploi beaucoup moins attractif, etc. Vous devez recruter. Ce n'est pas parce que vos recrutements sont potentiellement plus difficiles ou qu'ils n'aboutiraient pas que vous n'avez pas la capacité acquise. C'est justement au niveau de votre analyse que vous allez expliquer tout ça. Voilà. Donc, et c'est là où, lorsque vous allez parler de marque employeur, de bassin d'emploi, de difficultés de recrutement, ou au contraire d'atouts pour recruter, que le jury va pouvoir apprécier si la compétence est acquise ou pas. Voilà. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, ne vous inquiétez pas trop. Ayez surtout en tête que l'exercice BAE, c'est vraiment 2 étapes. Je décris, j'analyse et en parallèle, bien sûr, j'illustre. Alors, une fois qu'on a compris ça, le plus difficile, en tout cas, ce qui est vraiment un moment important pour vous dans votre début de parcours VAE, c'est d'identifier le titre que vous souhaitez passer en VAE et de rentrer dans le référentiel. Alors, c'est quoi un référentiel? C'est ni plus ni moins un programme, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut s'assimiler à un programme de formation. L'idée est de rentrer dans ce référentiel et de voir ce qui est demandé en compétences pour obtenir le titre. Aujourd'hui, tous les référentiels sont composés de blocs de compétences. Un bloc de compétences, là aussi je fais un parallèle, c'est un petit peu ce qu'on appelait avant des unités d'enseignement dans un titre éducation nationale ou enseignement supérieur. Chaque bloc est autonome et pour être diplômé ou titré, d'obtenir la certification, il faut valider l'ensemble des blocs. Et donc, en VAE, il faut une expérience professionnelle pour chacun, voire 1 à 2 expériences professionnelles pour chacun des blocs, qui fait que, eh bien, si vous avez une expérience professionnelle dans chacun des blocs, vous pouvez prétendre à une validation totale. Vous pouvez avoir un bloc en défaut, soit parce que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, soit parce que la description et l'analyse a été insuffisante. Bien, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un refus de validation, mais vous avez donc une validation partielle. Chaque bloc est autonome, chaque bloc est validé et vous obtiendrez une validation totale si l'ensemble des blocs sont validés. Je vous prends un exemple ici qui est peut-être plus parlant. J'ai pris un exemple d'un titre chez nous qui s'appelle « Chargé des ressources humaines ». Vous voyez, il est composé de 6 blocs. Chacun des blocs a un intitulé qui est assez parlant. Il est intéressant et nécessaire pour vous, bien sûr, de rentrer dans chacun des blocs pour voir exactement ce qu'on attend, mais d'ores et déjà, une première lecture vous permet d'avoir une vision assez rapide. Pour prétendre à ce titre en VAE, il faut une expérience en gestion administrative RH, pour faire simple, l'ADP, une expérience en paye, une expérience en formation, une expérience en recrutement et une maîtrise des outils de SIRH et fonctions digitales des activités RH. Vous pouvez très bien prétendre à ce titre et vous dire « zut, je ne fais jamais de recrutement, j'en ai jamais fait ou je n'ai jamais pratiqué la paye ». Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être diplômé de ce titre, vous pouvez valider par la VAE certains blocs et pourquoi pas envisager une formation complémentaire sur le ou les blocs qui seraient manquants. N'hésitez pas, si les choses ne sont pas claires, à poser votre question. Autre élément important pour choisir votre titre et votre certification, donc bien sûr, on est tenté de faire des tris par le titre, l'intitulé du diplôme. Ne vous limitez quand même pas à cet intitulé et rentrez, comme je viens de vous le dire, dans le référentiel dans chacun des blocs. Autre critère important, regardez bien le niveau académique auprès duquel est enregistré le titre au répertoire national. Pour votre information, un niveau 4, c'est le baccalauréat. Donc, plus on monte dans les niveaux, c'est les années après bac.
Nous, les titres que vous pouvez avoir à l'IGS sont tous enregistrés principalement au niveau 6 et 7. On a un ou deux titres au niveau 5. Et sachez que, bien évidemment, c'est logique, les exigences ne vont pas être complètement les mêmes selon les niveaux. Dans un titre de niveau 6, qui est l'équivalent à Bac+3 ou 4, il n'y a plus de distinction maintenant entre les deux. Vous êtes dans une maîtrise parfaite, bien entendu, et en autonomie dans vos fonctions, mais dans une approche très opérationnelle. Alors que sur un titre de niveau 7, on va exiger du candidat qu'il soit dans une posture de décideur, en tout cas de mise en œuvre, voire plutôt de conception d'une stratégie. C'est une frontière qui est parfois un petit peu sensible, mais c'est très important, notamment sur le titre manager des ressources humaines, qui chez nous est enregistré au niveau 7. Entre le manager ou le gestionnaire des ressources humaines, vous voyez, le vocabulaire a son importance, les noms ont leur importance. On va exiger sur un titre de niveau 7, d'ailleurs qu'on soit dans les RH, dans la filière commerciale, dans l'affaire management, des postes de direction, ou en tout cas de direction adjointe à minima, où vous êtes en conception de stratégie. Donc voilà, ça c'est un critère aussi pour vous orienter dans le choix de votre titre. Et puis après, bien sûr, le principal critère, c'est votre objectif professionnel. Et vous avez le droit de prétendre à un titre qui serait peut-être un petit peu supérieur à votre expérience. Il n'y a aucun sujet là-dessus, mais il faut savoir qu'effectivement, s'il y a un décalage, vous pouvez avoir qu'une validation partielle de votre titre, ce qui n'est pas un échec en VAE, une validation partielle, loin de là, simplement c'est un projet qui peut se faire en 2 temps, une VAE et une formation complémentaire. Bien entendu, l'idée quand même, souvent lorsqu'on démarre un projet VAE, c'est de viser une validation totale, et c'est tout à fait logique parce que on va entamer un parcours qui va demander du temps et de l'énergie. Donc autant arriver au but final qui est cette validation totale. Donc je reviens à ce que je disais, plus vous aurez trouvé un titre qui est en adéquation avec votre parcours et votre expérience, plus vous allez pouvoir prétendre à cette validation totale. Et ne prenez pas comme un échec le fait de ne pas être en adéquation avec un titre, par exemple. C'est simplement que votre expérience ne correspond pas, et à vous d'aller peut-être faire une recherche supplémentaire sur un autre titre qui est plus en adéquation pour vous faciliter votre parcours VA. Alors, concernant l'offre IGS en VAE, on s'articule, comme vous voyez ici, en filière d'activité. On a des titres dans une filière de management d'entreprise avec 2 titres de niveau 6 et un de niveau 7, avec cette distinction approche opérationnelle, approche stratégique, que l'on retrouve bien dans nos titres. Un titre qui s'intitule le responsable en gestion d'activité opérationnelle, qui vise des postes de personnes qui seraient directeurs, ou en tout cas qui seraient en responsabilité d'un service, sans être dans la stratégie, dans la conception de cette organisation. On est vraiment dans un côté très opérationnel. On peut avoir des directeurs de magasins ou d'entités, des directeurs de points de vente qui ont une approche très généraliste, qui déploient une stratégie groupe et qui, à leur niveau, sont responsables de leur entité. Le niveau supérieur, donc c'est le intitulé dirigeant entrepreneur. Alors, ça vise bien sûr des postes de personnes qui sont en total, qui ont des fonctions de travailleurs indépendants, de directeur d'une entreprise ou directeur d'un service. Au-delà de cet intitulé, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir des missions de prise de décision, de conception stratégique, aussi bien dans le développement commercial, le développement marketing, le positionnement de votre activité. C'est le décideur à ce niveau-là. Même chose dans la relation client, on a un titre de niveau 5 qui est le chargé clientèle et un autre titre responsable commercial et marketing. Donc là, on est en niveau inférieur. Le chargé clientèle est un Bac+2. Vous êtes sur des missions purement commerciales, de développement commercial sédentaire, mais aussi d'assistanat et de back-office sur la fonction client. Et puis le responsable commercial et marketing, alors c'est un titre qui est assez, il est en cours de renouvellement et on aura
une articulation des blocs un petit peu différente à partir de la rentrée prochaine. Néanmoins, ça vise des fonctions soit de responsable commercial, soit de responsable marketing. Idéalement, il faut avoir les deux. Avoir une petite approche marketing est un plus, mais voilà, c'est sur ces fonctions et une maîtrise de techniques de vente. J'en viens à la filière ressources humaines, qui est plus importante chez nous et on vous offre 4 titres accessibles par la VAE. Un titre dont là, pour le coup, l'intitulé parle de lui-même, contrairement à ce que j'ai tout à l'heure, mais c'est bien d'aller voir quand même ce qu'on vous demande en tant que gestionnaire de paye, mais c'est vraiment la gestion de la paye de A à Z. Et ensuite, on a deux titres dans la fonction RH de niveau 6, Bac plus 3, Bac plus 4, sans distinction. Un titre responsable de la gestion des ressources humaines qui est composé de 6 blocs à ce jour, qui correspond à une fonction très généraliste de la fonction RH en allant de l'ADP de la paye, en passant par le développement RH, tout ce qui est formation, GEPP et également le contentieux, individuel ou collectif. Donc, c'est un titre qui couvre un grand prisme de la fonction. Et l'autre titre qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le chargé des ressources humaines. Par rapport au titre que je viens de développer, il y a moins cette approche du développement. On est beaucoup plus dans les fonctions, comme on l'a vu, traditionnelles, paye, ADP, paye, recrutement et formation. Voilà, avec l'approche SI qui est bien sûr importante maintenant dans la fonction. Et vient enfin le niveau 7, où là, on doit être dans la conception d'une stratégie RH au regard de la stratégie d'une entreprise. Donc, quel que soit l'intitulé que vous avez, manager, directeur ou responsable, c'est surtout vos missions qui vont être importantes pour voir si cette expérience est en adéquation ou pas avec le titre. Il y a 7 blocs de compétences et un des blocs clés de voûte de ce titre, c'est effectivement on va vous demander de démontrer comment vous avez conçu la stratégie RH. Et après, cette approche stratégique va se décliner dans l'ensemble des autres blocs, sur l'approche aussi relations sociales, sur l'approche contentieuse, sur le développement RH, sur la marque employeur, etc., à un niveau donc non pas seulement opérationnel, mais encore une fois bien stratégique. Je ne peux pas, là, dans cette réunion, rentrer trop dans le détail sur le contenu. On est à votre disposition, bien sûr, mais comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble de ces titres sont accessibles. Je ne sais pas si je l'ai marqué, je vous montrerai. En tout cas, voilà, sur le site, je vais vous donner l'adresse tout à l'heure du site d'IGS, et vous pouvez rentrer dans le détail de chacun des blocs pour voir les compétences qui sont demandées. Autre exemple, là, comme tout à l'heure, là j'ai pris l'exemple dans la filière management du responsable en gestion d'activités opérationnelles. Celui-ci a seulement 4 blocs, donc toujours la même idée. Prenez le temps d'étudier le contenu du programme du titre que vous visez, l'intitulé du bloc et surtout étudier, analyser bien le contenu de ce bloc pour voir ce qui vous est demandé. Là, je vous ai mis un exemple et je l'ai résumé. Sur un titre comme ce qu'on appelle le RGAO, il faut, démontrer que vous êtes à la tête d'un service, mais vous n'êtes pas en conception d'une stratégie, mais qu'en revanche, cette stratégie, vous l'avez bien maîtrisée et vous l'avez déployée dans votre entité, votre service. Ensuite, un bloc sur l'approche plus budgétaire et gestion financière de votre entité. Un bloc sur le management. Et enfin, un bloc sur le développement commercial. Voilà, ça fait une activité, quatre grandes thématiques. Et comme je vous le disais tout à l'heure, soit vous avez une expérience qui correspond à ces 4 blocs, eh bien, on part en VAE et pourquoi pas prétendre à une validation totale. Si, dès la lecture de ce titre, vous constatez qu'il y a un bloc sur lequel vous êtes peut-être en décalage, on peut envisager un parcours mixte, VAE et formation. Donc, je le disais, pour accéder au référentiel, n'hésitez pas à vous connecter sur le site d'IGSFC. Je vous ai mis le lien ici. Ce support vous sera d'ailleurs adressé, ça me permet de vous dire, ce support vous sera transmis par mail dans l'après-midi.
Je vous ai mis une photo d'écran ici. Vous voyez, à gauche, vous avez l'onglet formation. Vous avez aussi l'onglet VAE. Vous allez retrouver dans ces deux onglets beaucoup de choses, beaucoup plus détaillées que ce que je vous dis là maintenant. Mais allez-y, en tout état de cause, vous allez retrouver ces fameux, l'intégralité des titres, l'intégralité des blocs. Et quand vous cliquez sur le bloc, vous avez le détail de ce qui est demandé. Donc ça, vraiment, c'est un travail préalable important en VAE, sachant qu'il peut être complété carrément, si vous le souhaitez, par la fiche RNCP, qui est encore plus détaillée et qui est accessible sur le site de France Compétences. Avez-vous des questions? Je vais maintenant entamer les processus, l'approche beaucoup plus opérationnelle pour déposer votre dossier de recevabilité VAE. Aucune main ne s'est levée, donc je poursuis en jetant un coup d'œil à la conversation. Bon, qu'entendez-vous par renouvellement? Oui, merci Laure d'avoir posé cette question, effectivement. Alors, un titre, attendez, pardon, voilà. Un titre, donc j'y retourne, vous allez voir, on a beaucoup de titres effectivement en cours de renouvellement. Voilà, un titre qui n'est pas un titre d'université, de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, est forcément un titre qui doit être validé par l'État, en quelque sorte, pour être enregistré au RNCP. C'est un gage de sérieux et de fiabilité des titres. C'est pour ça qu'ils sont reconnus par l'État. Ils ne sont pas reconnus par l'État à vie. Et régulièrement, tous les 3 ou 5 ans, un titre arrive à expiration. Il a une date de fin. Et l'organisme qui le détient, là, en l'occurrence nos titres, nos CIGS, devront redéposer un dossier pour montrer la qualité de ce titre, de l'enseignement, des modalités pédagogiques et surtout la correspondance entre ce titre et le marché de l'emploi et les personnes quels sont les postes que les personnes qui ont obtenu ce titre obtiennent, enfin, ont ensuite. Donc, pour qu'il y ait une adéquation, en quelque sorte, entre notre formation, le titre, et l'employabilité. Donc ça, c'est normal, hein, il n'y a pas que l'IGS. Toutes les écoles, hormis bien sûr peut-être l'enseignement supérieur, ont des dates de fin de titres qui se renouvellent tous les 3 ou 5 ans. Donc ça va vite. Et là, il se trouve, vous voyez, nous, on a le dirigeant entrepreneur qui est arrivé à terme en décembre. Il va être renouvelé dans le courant du premier trimestre, etc., etc. Voilà, voilà. Je continue donc et je reviens au processus VAE. Donc la VAE, là, ce n'est pas que IGS, c'est très simple. Il y a 3 étapes en VAE. Quel que soit l'organisme auprès duquel vous allez déposer un dossier, il faut faire acte de candidature et en VAE, on appelle ça un dossier de recevabilité. C'est aussi ce qu'on appelle le livret 1, si vous avez entendu ces termes. Alors, le dossier de recevabilité, c'est quand même ni plus ni moins un dossier de candidature, si ce n'est qu'il est déjà un petit peu plus complet qu'un simple dossier administratif, parce que dans ce dossier, on va le voir, on va vous demander non pas de décrire, hein, on n'est pas du tout dans la VAE, mais à minima de faire le lien entre le titre, le fameux référentiel, et votre activité. Donc, ce livret 1, vous allez l'envoyer à l'organisme, on va le voir. Soit vous êtes recevable et on va poursuivre, soit vous n'êtes pas recevable, vous n'êtes pas admis et donc il faudra recommencer ultérieurement ce dossier. Si vous êtes recevable, eh bien, à vous de jouer, il va falloir rédiger ce dossier VE, ce dossier d'expérience, et lorsque le dossier est fini, vous vous présentez devant le jury de validation. Alors, je vais reprendre en détail ces 3 étapes. À IGS, comment se constitue le dossier de recevabilité? C'est un dossier à télécharger sur notre site et à nous renvoyer. Comme à ce stade, je viens de le dire, on ne vous demande pas de rédiger en détail, bien entendu, vos expériences, mais à minima de les énumérer et de faire le lien avec chacun des blocs. C'est-à-dire que sur la base du référentiel, donc vous aurez pris le temps de télécharger et à minima de bien étudier, vous allez pouvoir bloc par bloc dire, bah voilà, moi sur ce bloc-là, voilà ce que je fais. J'énumère, je ne détaille pas, mais j'énumère. Donc, ça vous force déjà à rentrer dans ce référentiel. Lorsqu'on reçoit ce dossier, on ne se prononce pas sur un dossier écrit. Vous avez un entretien d'évaluation, un entretien de positionnement. On vous demande, on va vous envoyer un lien sur un questionnaire sur la base du référentiel pour vous faire une auto-évaluation et vous positionner.
Et une fois que le questionnaire est fait, on fait un débriefing par téléphone. Il y a une heure d'entretien visio avec un coach VAE pour apprécier la faisabilité de votre projet et nous permettre de vous délivrer ou pas un avis de recevabilité. Ça permet vraiment un entretien conseil hein, où on va étudier la faisabilité, les blocs qui sont potentiellement faisables en VAE, ceux qui ne le seraient pas, et puis après vous avez une photographie qui est le reflet de la réalité, en tout cas de votre expérience professionnelle au regard du titre. Une fois que à l'issue de cet entretien, eh bien, on va vous délivrer un avis de recevabilité ou au contraire, d'un commun accord, dire écoutez, vous n'êtes pas recevable sur ce titre-là. Alors, une recevabilité, à quoi ça engage? Nous, ça nous engage à vous réserver une place en jury de validation. Et dans l'intervalle, bien entendu, vous devez travailler. Donc, la recevabilité ne va pas préjuger de la décision finale. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes recevable que vous serez reçu. C'est quand même le but. Mais bien sûr, seul le jury va décider de la délivrance du titre ou pas. Lorsque vous avez un avis de recevabilité, vous avez également, EGS, les calendriers des jurys sur les 12 à 18 mois à venir, ce qui vous permet de déjà vous organiser dans votre travail et de vous dire, voilà, de voir à peu près comment vous pourriez envisager la rédaction de votre livret 2. Alors, je regarde simplement, j'ai cru qu'il y avait des frais d'analyse de dossier. Ben oui, Yves, vous voyez, je l'ai même mis en jaune, donc il n'y a pas de rien, tout est très clair. C'est une étape effectivement obligatoire chez nous à ce niveau-là, le dossier de recevabilité. C'est un forfait de 250 € TTC qui inclut donc les frais de dossier, mais surtout l'accès au questionnaire d'auto-évaluation et l'entretien avec le coach. Alors, une fois que vous avez votre recevabilité, eh bien, à vous de jouer, il va falloir rédiger ce fameux dossier d'expérience avec la méthode très rapide que je vous ai exposée en début de réunion. Voilà, vous allez devoir décrire, puis analyser, faire votre exercice et puis illustrer avec des preuves. Bref, rédiger ce dossier. D'ores et déjà, c'est très variable d'un titre à l'autre, d'un niveau à l'autre et parfois aussi un peu de différence entre les filières, mais globalement, lorsque vous visez par l'expérience un titre de niveau 6 et 7, il faut avoir conscience que c'est quand même une centaine de pages, entre 80 et 100 pages qu'il va falloir rédiger, puisque par bloc, vous devrez décrire une expérience, en faire l'analyse et apporter des preuves, en tout cas l'illustrer. Donc voilà, selon le nombre de blocs, bien entendu, le dossier va être plus ou moins important. Alors, on vous propose, nous, on a une offre d'accompagnement pour acquérir non seulement la méthode, mais surtout d'avoir le soutien d'un coach VAE qui peut répondre à vos questions, relire une partie de vos travaux et de vos écritures. Ce n'est pas une obligation. On a 2 formules d'accompagnement qui sont absolument identiques en termes de qualité. C'est juste le volume horaire qui change. Donc, vous avez à chaque fois de la méthodologie du suivi individuel, soit une formule de 8 rendez-vous d'1 heure, soit une formule de 8 rendez-vous d'1 heure 30. Voilà, c'est la seule différence est là. Sachant qu'au fil de l'eau, on a un forfait complémentaire que vous pouvez racheter en cours de parcours. Je viendrai sur les tarifs après pour vous expliquer parce que nous, ce pack inclut le coût de certification et de présentation au jury. Et une fois que vous avez rédiger votre dossier, eh bien, vous êtes prêt à venir le soutenir et à passer devant le jury, puisque dès le début de votre parcours, vous aurez eu les dates de calendrier, vous savez quel jury vous voulez retenir. Là aussi, pour être très, très schématique, pour chacun des titres accessibles par la VAE à EGS, vous avez 2 jurys par an, un premier et un second semestre. Donc, ça, c'est très clair. En fonction de la date que vous avez retenue du jury, sachez qu'il faut rendre votre dossier 1 mois avant ou l'envoyer par mail à une adresse qu'on vous donne, puisque ce dossier fait l'objet d'une lecture préalable par les membres du jury. Et puis, le jour du jury, vous avez une soutenance orale
Alors, je ne rentre pas trop dans le détail ici, mais le moment venu, bien sûr, vous avez toutes les informations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un deuxième exercice, l'oral en VAE, c'est plutôt une chance de pouvoir exprimer mieux à l'oral ce qui aura peut-être été un petit peu plus fragile à l'écrit. Ce n'est pas toujours très simple de décrire de manière exhaustive, de faire une analyse assez poussée, etc. Donc, l'oral vient ici vous donner une deuxième chance de valider, finalement, d'obtenir la validation de vos blogs et pourquoi pas du titre complet. Donc, c'est pas forcément une source de stress, même si je sais que les candidats ont toujours un peu d'appréhension, mais vous, par expérience, vous verrez, c'est souvent un moment que les candidats, au contraire, finalement, attendent parce que ça leur permet d'aller parler entre pairs de ce qu'ils font, puisque la caractéristique d'un jury VAE, c'est effectivement qu'il y a entre 3 et 5 personnes, il y a un représentant du titre et de l'école et d'IGS, bien entendu, mais il y a surtout les autres membres du jury sont des professionnels. Donc, dans la filière RH, ce sont des responsables RH, des DRH. Dans la filière commerciale, ce sont des responsables ou directeurs marketing commerciaux. Et puis, dans le filière management, c'est plutôt des chefs d'entreprise ou des directeurs d'activité. Donc, vous parlez le même langage et c'est en ce sens que l'oral trouve tout son sens. Quel est le délai, me demande Yves, entre le premier entretien et le passage devant le jury? Alors, je comprends mal votre question. C'est quoi le premier entretien? Si c'est le dossier de recevabilité, il faut compter. Alors là, je veux dire, ça dépend des personnes, hein, c'est très variable, mais entre le jour où vous avez, je ne parle pas du premier entretien, moi je dis une fois que vous avez un avis de recevabilité, c'est-à-dire que votre candidature, vous êtes admis en parcours VAE, c'est ce que ça veut dire. Vous pouvez compter, vous pouvez le faire en 6 mois, puisqu'il y a des jurys, c'est les dates de jury qui vont s'imposer, mais vous en avez forcément dans les 6 à 8 mois. J'encouragerais plutôt une petite année, moi. Voilà. Selon la date de votre avis de recevabilité, eh bien, vous prévoyez, voilà, c'est pour les avis de recevabilité que je fais là entre janvier et février. Pour la filière RH, le prochain jury est au mois de juin. Souvent, c'est un petit peu juste. Ce sont des personnes qui se présenteront plutôt sur décembre, janvier 2025. Voilà, en gros, c'est ça. Il faut compter à minima quand même sur des titres de niveau 6 et 7 avec le nombre de blocs et la qualité qu'on va exiger. Il faut bien quand même 8 mois. Une petite année, ça me paraît bien. Mais c'est très variable d'une personne à l'autre, Yves, en fonction de la disponibilité que vous avez personnellement, parce que vous aurez bien compris que euh, le plus difficile, c'est d'être reçu. Vous allez avoir votre avis de recevabilité. Puis après, c'est vous qui êtes acteur de votre parcours et quelque part de son délai. Même si vous avez un coach, un accompagnateur, vous avez 8 rendez-vous d'1 heure ou d'1 h 30, ça va être un gardien du temps, ça va être une personne qui va répondre à vos interrogations. Mais le principal acteur de votre parcours, c'est vous. Donc, il faut vous libérer du temps. Ça, j'y viendrai un petit peu là, avant la fin de ce séminaire. Il est évident qu'avant de partir dans un parcours VAE, il faut vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire pourquoi, bien sûr, quel est l'objectif de ma VAE et maintenant, comment je vais intégrer ce projet professionnel à la fois dans mon activité, mais aussi dans ma vie personnelle. Parce que la rédaction, pour une personne, sauf à une personne qui sera en recherche d'emploi, et on sait combien une recherche d'emploi prend du temps quand même, mais vous allez forcément devoir rédiger votre dossier sur votre temps personnel. Donc, ça veut dire le soir, un peu ou le week-end, que sais-je, mais il faut inscrire absolument cette démarche dans le temps. Donc, une fois que la soutenance se fait, eh bien, le jury délibère hors votre présence. Et là, 3 solutions. Soit votre dossier écrit et l'oral a permis au jury de se convaincre de la, de l'acquisition de vos compétences réelles qui correspondent au titre. Donc, ça veut dire que tous les blocs sont validés et vous êtes diplômé. Soit le jury considère que seulement certains blocs font l'objet d'une compétence acquise et que d'autres blocs ont besoin d'une montée en compétences, c'est une validation partielle. Et dans l'absolu, vous pouvez, malheureusement, il y a aussi des refus de validation. Je vais être très à l'aise sur ce sujet, à l'exception de 2 cas où des personnes n'avaient pas été accompagnés, et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été accompagnés qu'ils n'ont pas eu la validation, mais simplement, ils n'avaient pas compris l'exercice. Et l'intérêt d'être accompagné quand même, c'est que si vous partez, vous êtes sur une mauvaise route, ou surtout si au moment du jury,
vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine d'aller à l'échec. Et là, il y a un report de date de jury. Ça, c'est des choses assez fréquentes aussi. Donc, c'est en ce sens où nous, la plupart de nos candidats sont accompagnés, soit par nous, soit par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément d'être accompagné par IGF. Vous pouvez aussi choisir d'être accompagné par quelqu'un d'autre, mais l'intérêt, c'est surtout de ne pas faire fausse route. Voilà, tout ça pour dire que les refus de validation, dans toute mon activité de responsable, je n'en ai vu que 2 sur des cas de personnes où effectivement, là, on n'avait pas eu de leurs nouvelles et ils n'ont pas compris l'exercice et ils avaient fait un travail plus de mémoire et de recherche académique qu'un vrai travail de description de leur expérience professionnelle. Pas de questions, je ne vois pas de main levée ni de texte de questions écrites. Donc, je continue. Et ben, j'en arrive au tarif, donc, avec ce visuel. Donc, la candidature, c'est ce qu'on appelle la recevabilité, est une étape obligatoire avec un forfait, donc 250 €, comme je dis, qui inclut l'auto-diagnostic et l'entretien. Bien sûr, il est évident que lorsque vous allez constituer tout seul votre dossier, là, ça ne vous coûte bien évidemment rien. Les 250 € vous seront demandés une fois que vous envoyez votre dossier, que tout est prêt et que vous vous dites, voilà, je suis prêt et je veux mon entretien, je suis prêt à poursuivre. Voilà. Alors, une fois que vous avez la recevabilité, soit vous décidez de ne pas être accompagné par IGS, et là, vous aurez un coût de présentation au jury, ce qui est ici en bas à droite, le coût d'un jury sans accompagnement, c'est le coût de la certification. Donc, selon le titre et son niveau, le montant n'est pas le même, 1 560 € ou 1 920 pour un titre de niveau 7. Et si vous choisissez d'être accompagné, selon l'offre que vous prenez, l'offre essentielle ou l'offre renforcée, le coût qui vous est indiqué ici inclut les 8 heures ou 12 heures d'accompagnement et inclut le coût de la présentation au jury. Voilà. Et comme je vous le disais, vous pouvez aussi, au cours de votre parcours, démarrer sur une offre sans accompagnement, voire une offre essentielle, et puis vous avez besoin d'un forfait complémentaire. Donc, vous pouvez rajouter 3 heures d'accompagnement. Je ne vois pas d'autres questions et j'avais pourtant l'impression que quelqu'un écrivait. Ah, quel est le... Bon, toujours pas. C'est Yves qui est en train de nous poser des questions. Le temps de lire votre question, Yves, je termine par ce dernier slide qui est important. Je l'ai déjà un petit peu évoqué au cours de cette réunion. Vous l'aurez compris, un parcours VA, ce n'est pas comme une action de formation où je choisis un programme, je m'inscris et je vais à la fois être acteur, mais aussi être spectateur d'une action de formation mise en place par un organisme qui est le spécialiste de la pédagogie et pour vous accompagner dans votre montée en compétences. En VAE, vous êtes acteur de votre formation, puisque ce n'est pas une formation, c'est acteur de votre projet, et c'est vous qui donnez le là, qui donnez le rythme, et qui, lorsque vous êtes prêt, vous présentez au jury. Donc, encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être prêt 3 ans après la recevabilité. Je l'évoquais tout à l'heure, moi, je vous encourage préalablement à bien inscrire votre démarche dans le temps et de vous dire, voilà, je vise tel jury, c'est-à-dire entre 14 et 18 mois, et il faut que ce projet VAE, en moins de 2 ans, soit finalisé, parce que, par expérience, si vous traînez dans la rédaction de votre dossier, eh bien, il ne va plus être cohérent entre les premières écritures et les dernières. Les expériences vont s'entremêler. Enfin, la lecture du dossier pour le jury ne sera pas satisfaisante et ce n'est pas mettre les chances de votre côté. Donc, très important de bien construire votre projet, choisir la bonne certification et après vous dire comment je le fais, dans quel temps, dans quel délai. Ça c'est vraiment important parce que une fois que vous aurez ces 3 éléments fondateurs, eh bien, ça va d'abord prouver votre motivation, ce qui est un élément essentiel, et vous pourrez sans difficulté, de manière très constructive, vous rendre disponible et produire un travail absolument régulier pour rédiger bloc par bloc vos expériences, en faire l'analyse et et avoir au final un travail tout à fait cohérent.
Alors, je reprends maintenant les questions. Yves ne comprenait pas le tarif sans accompagnement. Alors, je vais peut-être reprendre, si vous voyez ce slide, c'est-à-dire, voilà, vous avez en VAE 3 étapes. La première étape obligatoire, c'est un dossier de recevabilité, 250 €. Et après, pour obtenir le titre, vous devez passer devant le jury, deuxième et dernière étape obligatoire. Dans l'intervalle, pour rédiger, eh bien, vous pouvez faire le choix de travailler seul, vous n'avez pas besoin d'être accompagné, auquel cas vous avez un coût de frais de dossier de 250 € et quand vous êtes prêt, vous vous présentez au jury. Et là, vous n'avez que le prix du jury. En revanche, si vous voulez être accompagné, eh bien, vous prenez une offre d'accompagnement et le coût de l'accompagnement inclut à la fois l'accompagnement et votre présentation en jury. Est-ce plus clair? Alors, salarié dans le privé, dois-je informer mon employeur de cette démarche? Absolument pas. Vous le pouvez à votre convenance. La VAE est une démarche purement individuelle et personnelle et elle peut être confidentielle. Elle peut également ne pas être confidentielle et vous pouvez non seulement informer votre employeur, alors si vous le souhaitez, sachant qu'il y a maintenant, la loi prévoit 24 heures, c'est pas beaucoup, hein. L'employeur, vous pouvez demander un congé VAE seulement de 24 heures. La nouvelle loi prévoit 48 heures, mais surtout, vous pouvez éventuellement demander, si, selon les relations que vous avez avec votre employeur, bien entendu, il peut aussi participer au financement de ce projet. C'est assez fréquent, puisqu'en fait, effectivement, merci de votre question, je ne l'ai pas dit, tout est éligible au CPF en VAE. Et c'est par étapes. Donc, vous avez l'étape recevabilité, vous aurez après une étape accompagnement avec jury ou le choix d'une étape jury sans accompagnement, voire le forfait complémentaire. Tout est absolument CPI-fiable selon l'acronyme maintenant qu'on retient, mais rien n'empêche également, si vous le pouvez, demander un cofinancement, un abondement par votre entreprise. Ça, à ce jour, en tout cas, la plateforme de CPF fonctionne très bien. Vous sélectionnez, vous démarrez votre CPF et il y a l'abondement automatiquement pour l'entreprise qui peut le faire. C'est donc un jury sous contrat. Je ne comprends pas, Yves, votre remarque. Non, je ne connais pas cette notion de jury sous contrat, donc je ne peux pas valider ça. Il faudrait que vous soyez plus explicite dans votre demande. Voilà. Vous pouvez enlever les micros et peut-être prendre la parole pour certains si vous voulez. Ce sera une fin de réunion plus interactive et peut-être plus simple. N'hésitez pas. En levant la main à ce moment-là. Alors, Céline, Oui, attendez. Voilà, c'est plus simple. Je vous oui, écoute. bonjour. Oui, au niveau des aides pour le financement, quand on va être demandeur d'emploi, est-ce que le Pôle emploi participe un petit peu? Comment ça peut Alors, fonctionner? oui. Alors, la réponse est oui. La réponse est oui, mais exactement. Je ne suis pas, bien évidemment, à Pôle emploi, donc je ne peux pas vous en dire plus sur leurs critères. Je peux vous faire part de l'expérience que j'ai eue lorsque j'ai des candidats qui étaient sur Pôle emploi. D'abord, c'est très variable, malheureusement, d'une région à l'autre. Je ne sais pas si vous êtes en région parisienne ou pas, mais chaque entité de Pôle emploi a ses propres directives, en tout cas ses propres façons de Ok. faire. Je suis dans le Euh, Rhône. alors, c'est une bonne nouvelle parce que je crois que le Rhône est assez en avance en ce sens que, par exemple, eux, ils abondent direct quand ils ont décidé d'accepter votre dossier VAE. Donc ça, là, c'est vers eux qu'il faudrait se retourner, bien sûr. Mhm. Moi, on vous fait un devis, hein, donc je sais que Pôle emploi a des exigences en termes de tarifs horaires. Bon, moi, je me suis refait une trame de devis, pardon, qui en général est acceptée par Pôle emploi. Donc ça, il n'y a pas de sujet pour constituer votre demande auprès d'eux. Je pourrais vous faire ce devis-là. Donc, vous leur envoyez. Et s'ils sont d'accord, et souvent ils demandent une participation par le CPF, hein, c'est un petit peu la tendance, et Pôle emploi va abonder votre CPF. Donc, ça, c'est la solution la plus simple quand elle fonctionne. À Paris, il y a encore peu, ce n'était pas encore mis en place.
ça doit l'être. Hein. L'idée, c'est qu'il y ait une homogénéisation quand même des régions. Donc, vous êtes en Rhône-Alpes. Je crois que c'est une région qui est plutôt en avance là-dessus. Demandez-leur. Mais en tout cas, oui, Pôle emploi finance, alors selon leurs critères, des parcours VAE. Voilà, ça, c'est D'accord. selon leurs critères. C'est pas automatique, bien, mais c'est normal. D'accord. Merci. Je vous en prie. Il y a d'autres questions. Ah, Yves, je suis moi-même jury pour d'autres RNCP. Il n'est pas prévu de rémunération par la DRI. Je m'interroge sur les frais de jury. Alors, si vous êtes jury, ça veut dire que vous n'êtes pas candidat. Un candidat doit s'inscrire. Il y a forcément des frais d'inscription qui sont pour la DRITS. Ce sont des titres du ministère du Travail en général. Donc là, nous, on est sur des titres de l'ASPA et ce ne sont pas les mêmes titres. Donc, ce n'est pas le même certificateur. Et il y a un tarif et des statuts différents par certificateur. Donc, effectivement, il n'y a peut-être pas de frais de jury pour la DRITS. Moi, sur la DRITS, je les connais par le biais du diplôme d'aide-soignant et je sais qu'il y a quand même un coût qui n'est peut-être pas très élevé, mais il y a un coût. Voilà, Yves, si ça peut répondre à vos interrogations. J'ai une question que je n'ai pas vue. Le coût total est ventilé, par exemple, niveau 7, accompagnement. Non, c'est bien ça, effectivement. Il faut cumuler. Il faut raisonner par étapes. 1, la recevabilité, 250 €. Ensuite, accompagnement ou jury, enfin accompagnement, pas qu'accompagnement jury, ou jury sans accompagnement qui se cumule, effectivement. Donc ça fait 250 plus quelque chose. Voilà. Ah, Céline, encore une question. Vous n'avez peut-être pas enlevé votre main. Je n'ai pas enlevé ma main, effectivement. Voilà, très bien. Bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, moi pour ma part, c'était tous les points que je voulais voir avec vous. J'insiste sur cette dernière diapositive. Hein. N'hésitez pas à vraiment bien bâtir. Et puis aussi, dans le choix de le niveau de la certification, n'ayez pas peur de viser une certification peut-être un petit peu qui dépasse votre expérience. Si la VAE peut être un moyen de l'obtenir en plusieurs étapes, pourquoi pas ou viser, alors, idéalement c'est le titre qui correspond le mieux, hein, c'est l'idéal, mais parfois c'est difficile et ça aussi ce n'est pas un échec. Vous voyez, il faut aborder les choses vraiment sous cet angle-là. Mais dès lors que vous aurez bien construit ce projet et que la motivation sera là, je vous parle d'expérience puisque je gère ces parcours depuis très longtemps. Vraiment, les choses se font de manière, je ne peux pas dire sans difficulté, sans problème, c'est du temps, mais c'est vraiment au-delà du titre, tous les candidats qui passent par la VAE disent à quel point cet exercice d'analyse, c'est ce qu'on appelle l'approche réflexive, est un plus au quotidien après et pour le futur dans leur activité professionnelle. Voilà. En tout cas, moi, et là, le dernier slide est là. Ce PowerPoint, je vais vous l'envoyer cet après-midi. Vous avez toutes nos coordonnées, aussi bien moi-même, donc en tant que responsable VE, mais aussi Madame Tarat, qui est la clé d'entrée dans les dossiers d'inscription. Hein. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous voulez un entretien personnel sur des questions particulières. Voilà. Alors, Nassima, dans la filière RH, le titre manager, y a-t-il la notion de transformation digitale? Oui, tout à fait. Il me semble que le titre complet est management RH et transformation digitale. Merci pour votre... Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est la distinction entre le titre, l'intitulé du référentiel RNCP, c'est le titre tel qu'il est déposé auprès du ministère, enfin auprès de l'État. Et puis après, ce titre-là, quand on en tire un parcours de formation, eh bien, il y a un vocabulaire, du wording un peu différent, mais l'idée est la même. Et effectivement, il y a transformation digitale sous une notion ou des termes un petit peu différents. L'idée est qu'il faut avoir vraiment une expérience en tant que RH de mise en œuvre
du passage, en quelque sorte, au digital dans la fonction RH. Donc, ça va un peu au-delà du simple, entre guillemets, SIRH. On sait qu'on a maintenant des outils très performants, que les salariés deviennent un petit peu aussi exigeants que nous, consommateurs, et qu'idéalement, on voudrait prendre nos congés en 2 clics sur notre téléphone portable avec une application RH. Dans certaines entreprises, certains ont la chance, je crois, d'avoir ça. Tout le monde n'y est pas et c'est bien normal. En tout cas, il faut avoir sur ce bloc-là, en tant que manager RH, une belle expérience de mise de choix, de mise en place d'une digitalisation de la fonction RH. Voilà, Nassima, est-ce que je crois avoir répondu? Est-ce que j'ai répondu à votre question? En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si c'est un point bloquant pour vous ou qui est important. Et c'est Nassima qui doit me répondre. En tout cas, pour ceux qui restent, je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous êtes toujours là, Nassima? Oui, bonjour. Oui, on peut peut-être échanger. Oui, effectivement. Bonjour. Oui, la maintenance, non. Là, on est plus dans une fonction DSI, probablement. Non, pas forcément, Non, parce pas qu'il y a la forcément. maintenance sur les solutions, donc effectivement. Alors, ça fait partie d'eux, mais il ne faudrait pas être que sur la maintenance. D'accord. Très Voilà, bien. il faut vraiment avoir une expérience de... Par exemple, le paramétrage, la mise en place de la réglementation, enfin du réglementaire, pardon, le fait de faire les évolutions et les montées de version, par exemple, Alors, sont inclus dans ce type de notion non, ou pas du tout? Non, si vous le faites, tant mieux, mais ça ne remplacera pas l'exigence de la conception. C'est toujours la même idée, la stratégie. Pourquoi on met un SI? À quoi il va nous servir? Si on fait ça, et après, comment on va le faire, bien évidemment. Mais ce qu'on vous demande à ce niveau-là, c'est plutôt quel est le choix vous avez fait un appel d'offres pour trouver le meilleur prestataire, pourquoi vous avez pris celui-ci? Après, sur l'approche très opérationnelle maintenance, non, c'est pas ça qu'on vous demande. D'accord, ok, parce que effectivement, j'ai une formation d'ailleurs auprès de l'IGS sur du coup sur le chargé du coup de projet SIRH, mais dans la réalité, j'occupe un poste de support dans ce domaine de la SIRH et effectivement les mises en place de nouveaux logiciels ou de nouvelles solutions ne courent pas les rues. C'est-à-dire qu'une entreprise, quand elle fait un appel d'offres pour changer son système informatique au global, c'est pas des contrats en fait qui sont assez courants, quoi. Donc je me retrouve un peu dans l'impasse dans le sens où j'ai la formation théorique de cette mise en place, mais dans le concret, je ne suis pas dans les projets. Par contre, non, vous voyez ce que je veux dire? Si, il faut être dans le projet. Il ne faut pas être c'est pas dans l'outil, hein, c'est pas dans le dur en quelque sorte, ça c'est pas ça qu'on vous demande. Mais en revanche, si, il faut être dans le projet. Pourquoi, quelle digitalisation, pourquoi faire, quel prestataire je vais choisir, pourquoi lui et pas un autre. Oui, j'ai bien compris. Et surtout la valeur ajoutée de pourquoi on lance ce projet de digitalisation pour répondre à quelle stratégie de la gouvernance. C'est toujours pareil, je déploie au RH la stratégie de l'entreprise. D'accord, ok. Cette notion-là, au niveau théorique, il n'y a pas de souci. C'est juste une... Non, il faut l'avoir mis en œuvre. C'est ça, ok. Impératif. Je l'entends. Très bien. Je vous remercie du coup pour cette précision. Non, je vous en prie, c'est normal. Bonne journée. À vous aussi. Peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir.